Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Gotchard, votre balado d'information automobile qui, cette semaine, prend une tournure un peu particulière parce que oui, je suis tout seul pour le faire. William est en plein déménagement, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même du contenu. Ce sera peut-être un peu plus court, en fait, certainement un peu plus court, mais n'empêche que vous aurez quand même des essais, deux essais notamment, le Hyundai Ioniq 9, le nouveau grand VUS 100% électrique de la compagnie que je me suis rendu essayer dans la région de la Colombie-Britannique, et un autre qui est peut-être un peu plus nostalgique, c'est le Volkswagen ID Buzz. Mon nom est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Alors oui, bienvenue en fait à ce nouvel épisode de Gotcha. Je vous l'ai dit, je suis tout seul cette semaine parce que William est occupé dans les études et le déménagement et tout ce qui vient avec. Alors, j'ai choisi d'en faire un parce que ça faisait longtemps qu'on vous avait un peu négligé. On va reprendre plus régulièrement aussitôt que tout sera réglé, mais pour l'instant, on a aussi des petits problèmes techniques, ce qui fait que la dernière fois, on vous avait promis un meilleur son. On n'est pas encore rendu là, mais ça viendra rapidement. Je vous ai dit que je vous parlerais du Ioniq 9, ce nouveau grand VUS de Hyundai. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le véhicule. J'aurai l'opportunité, bien entendu, de l'essayer davantage quand il sera sur la flotte de presse. En fait, il arrive à peine, donc je pourrai l'essayer pendant une semaine, bien entendu, ce qui me permettra d'évaluer réellement l'autonomie parce que là, on nous a amenés dans la région de Ucluelet ou de Tofino en Colombie-Britannique, donc vraiment sur la côte ouest de l'île de Vancouver, un endroit absolument magnifique où les décors sont fabuleux, où les routes sont vraiment particulières parce que très sinueuses, bien sûr, un peu accidentées. C'est vraiment un endroit magnifique pour conduire, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour connaître la véritable autonomie du véhicule. Malgré tout, on parle d'un véhicule qui est absolument bien réussi, sauf peut-être en termes de look. Et là, je m'explique. Je ne déteste pas le Ioniq 9, loin de là. Je trouve qu'on a fait une silhouette qui est différente, différente de ce qu'on trouve ailleurs. On est vraiment dans un véhicule qui s'affirme avec une silhouette particulière. Mais encore une fois, du côté de chez Hyundai, on mise énormément sur l'aérodynamisme avec, je dirais, les éléments que ça nous apporte. L'exemple, ben, c'est évidemment la partie avant de ce Ioniq 9, là où il y a beaucoup de lumière d'aile. Encore une fois, on est très pixel du côté de chez Hyundai. On adore ça. D'ailleurs, on n'a pas réussi à nous dire combien il y en avait exactement. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est que le bloc optique avant est vraiment rempli de DEL, mais il est surtout sculpté presque littéralement à l'intérieur du capot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'aspérité entre les deux, histoire de laisser glisser l'air le plus possible. Ça permet donc d'avoir un coefficient de friction qui est assez bas. On parle de 0,269. Évidemment, ce n'est pas le seul élément. On a rajouté des volets aussi qui sont mobiles en bas du pare-choc. On a aussi toutes sortes d'éléments, notamment la partie arrière où on a comme arrondi l'ensemble. Le toit est un peu incliné vers l'arrière. Sous la voiture, sous le châssis, c'est entièrement plat, donc absolument pas d'aspérité, encore une fois, donc pas de résistance. Et on a même modifié le design des ailes, qui sont un peu surélevées, un peu embossées. On aime ou on n'aime pas, je vous avoue que c'est particulier. Quand on le voit en vrai, c'est peut-être moins évident. Sur une photo, je trouve que ça paraît beaucoup et ça ne lui rend pas justice. Mais je vous l'ai dit, 0,279, c'est le coefficient d'aérodynamisme. C'est tellement bas, en fait, que du côté de chez Hyundai, on nous dit que c'est plus bas que celui d'une Corvette. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Pour le reste, on se retrouve avec un véhicule qui est non loin de ce que le EV9 nous propose du côté de chez Kia. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'on partage la même plateforme, la EGMP. Donc, c'est la plateforme qui sert pour la totalité des véhicules coréens électriques, peu importe leur format. Donc, c'est vrai pour, par exemple, la EV6 du côté de Kia, la Ioniq 5, mais c'est vrai aussi pour la EV9 et maintenant le Ioniq 9. Donc, on est vraiment dans quelque chose de bien connu. La différence, c'est qu'on a mis une batterie un peu plus grosse, 110,3 kWh utilisable, ce qui permet pour le Ioniq 9 d'avoir entre 500 et 539 km d'autonomie. C'est là que je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, puisqu'on n'a pas eu l'opportunité de se rendre jusqu'au bout et que les conditions ne s'y prêtaient pas vraiment.
D'un autre côté, quand on a regardé la moyenne de consommation, ça semble être logique. Bien sûr, nous, on faisait un petit peu plus, mais je vous le répète, on était sur des routes très accidentées. Évidemment, ça change considérablement la donne. Cette capacité de recharge vient aussi avec une capacité de recharge rapide et le format NACS, parce que la Ioniq 9, c'est le premier véhicule Hyundai qui offre la connectivité NACS, North American Charging Standard. En gros, c'est la connectivité développée par Tesla. Et bien sûr, donc, on va aller dans des bornes rapides qui peuvent aller jusqu'à 235 kW de puissance, ce qui permet de passer de 10 à 80 en 24 minutes selon Hyundai. Encore une fois, ça reste à valider, mais ça semble assez logique puisque ça ressemble pas mal à ce qu'on retrouve actuellement dans la majorité des véhicules électriques. Vous avez peur parce qu'actuellement, vous n'avez pas la connectivité NACS chez vous. Pas de problème, bien entendu. On vous fournit un adapteur qui vous permet d'avoir accès aux bornes traditionnelles combo actuelles. Donc, vous êtes en mesure tout à fait d'utiliser les bornes du circuit électrique traditionnel sans difficulté. Ça vous donne seulement une opportunité supplémentaire d'avoir accès à des bornes de recharge rapide un peu plus abondantes. Pour le reste, on se retrouve avec un véhicule qui est assez imposant. On parle de 2500 kilos. C'est quand même pas léger. Évidemment, la batterie y est pour beaucoup, mais on n'est pas dans quelque chose de léger. Je vais vous parler tout de suite de l'intérieur de l'habitacle parce que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on est à peu près dans ce qui se fait chez Hyundai de façon traditionnelle. Deux écrans de 12,3 pouces, ce que l'on connaît dans tous les véhicules Hyundai actuellement ou à peu près. Donc, un écran qui donne les informations, un écran qui gère le multimédia et, bon, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, bien entendu. Donc, ça va bien. Quelques boutons physiques, un volant qui est facile à manipuler. Bref, on est dans un intérieur que l'on connaît. Par contre, de beaux matériaux, sauf qu'encore une fois, je suis obligé de vous dire que nous, on nous a fait essayer les versions les plus haut de gamme, qui sont les Calligraphy Ultimate, qui sont les plus dispendieuses, j'y reviendrai. Mais quand même, ce sont des véhicules qui sont peut-être mieux équipés que traditionnellement. Donc, il faudra voir effectivement quelle est la qualité de la finition sur les versions un peu plus d'entrée de gamme. Ceci étant dit, il y a de l'espace à l'intérieur abondamment. C'est un véhicule à trois rangées, pas sur ma vague, mais sur la vague précédente. Deux de mes collègues journalistes qui font plus de 6 pieds 2 tous les deux se sont installés dans la troisième rangée et n'ont pas eu de difficulté à sortir de là. Alors là, pas du tout. Donc, quand même, un espace qui est raisonnable et qui est fait pour être utilisé, c'est en soi une excellente nouvelle parce que trop souvent, ce sont des sièges symboliques dont on ne peut pas vraiment tirer profit, alors que là, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Autre élément que moi j'ai beaucoup aimé, ce sont des détails. Par exemple, on a misé sur des espaces de rangement intelligents. On a une console centrale que l'on peut déplacer un peu vers l'avant ou vers l'arrière. Et il y a un compartiment de rangement sur le dessus. Mais pour les passagers arrière, il y a une porte latérale qui donne accès à leur propre compartiment de rangement, ce qui n'est pas inintéressant quand on sait qu'on veut avoir un véhicule familial. Bien sûr, ce sont des sièges capitaines en deuxième rangée qui ont aussi une façon qui puisse s'installer et se moduler pour être plus confortable. Encore une fois, on a pensé au confort de tout le monde. Les quatre sièges avant peuvent se replier un peu et ça vous donne un peu la sensation de repos que vous retrouvez dans un avion, quand bien sûr les sièges d'avion sont inclinables, ce qui n'est pas toujours le cas. Parler d'espace de rangement, bien évidemment, vous aurez compris que l'espace arrière est gigantesque, il est très grand, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que pour la première fois, Hyundai nous propose un petit frunk, donc un euh, petit coffre à l'avant sous le capot. Écoutez, c'est pas gros, là. On parle entre 50 et 80 litres. C'est littéralement l'espace d'une sacoche, peut-être un peu plus, mais malgré tout, on est quand même avec un petit espace qui permet de simuler des choses si jamais on en a besoin. Quant au reste, l'espace de chargement, il est abondant. Les sièges se replient complètement à plat. Vous pouvez donc transformer littéralement l'arrière du Ioniq 9 en un plancher plat pour traîner des choses ou pour y installer un matelas si jamais vous prenez l'envie d'y coucher parce que on a aussi installé une deuxième unité de climatisation à l'arrière, ce qui vous donne évidemment meilleure circulation d'air, bien entendu, mais qui inscrit aussi des contrôles à l'arrière. Donc, même quand vous êtes là, vous pouvez les contrôler et ça vous permet donc d'avoir un meilleur confort à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est une belle façon de maximiser l'espace et c'est un bon choix.
En termes de motorisation, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de la capacité de l'autonomie électrique, mais vous voulez savoir ce qu'il en est de la puissance. Ben, il y a une version d'entrée de gamme qui est une version à propulsion qui développe, elle, 215 chevaux. Évidemment, c'est peu, d'autant que le véhicule est assez imposant, je vous l'ai dit, donc en termes de dimension et de poids. On ajoute des versions all-wheel drive, des preferred all-wheel drive, qui, elles, ajoutent un deuxième moteur à l'avant qui fait 70 kW. Donc, à ce moment-là, la puissance totale, elle est de 303 chevaux. Et nous, on essayait les versions all-wheel drive plus sur la version Calligraphy Ultimate all-wheel drive, 422 chevaux, parce que les moteurs, bien évidemment, à l'avant et à l'arrière, font 160 kW. Donc, ça ajoute évidemment la traction intégrale plus intelligente et beaucoup plus de puissance. La question maintenant, c'est une question de prix, parce que, évidemment, on s'attend à ce que ça soit assez dispendieux. Seul l'est, mais c'est tout à fait comparable à ce qui se fait dans ce genre de créneau-là. C'est-à-dire un peu en bas de 60 000 dans les versions de base, plus transport préparation, vous aurez compris. Nous, on est allé avec les versions supérieures, les calligraphies All-Wheel Drive Plus, et là, on dépasse 81 000 $. C'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, quand on le compare au EV9, on est à peu près dans le même monde, à peu près dans le même créneau, ce qui nous permet donc d'envisager quelque chose d'assez compétitif. Ce qui est vraiment agréable à retenir cependant du Ioniq 9, c'est la conduite. Et ça, je ne vous en ai pas parlé pour le moment. C'est une conduite qui n'est pas nécessairement celle d'un véhicule électrique traditionnel. Oui, bien sûr, les accélérations sont assez vives, assez nerveuses. C'est normal c'est un véhicule électrique et vous avez les 516 livres-pieds de couple qui sont admis facilement et rapidement. Mais c'est surtout au niveau de la direction et des suspensions qu'on a fait un véritable effort. Ça nous donne un comportement routier qui est plus proche de celui d'un véhicule à essence, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas nécessairement cette espèce de lourdeur traditionnelle. Un peu, bien entendu, ça demeure un véhicule électrique et ça demeure un gros VUS. Là. Ça ne se conduit pas comme une voiture sport, mais honnêtement, on pourrait s'y confondre avec un véhicule à essence, d'autant qu'on a ajouté un freinage qui est vraiment bien calibré, une insonorisation qui est absolument spectaculaire, et honnêtement, on se retrouve dans un VUS familial dont on ne pourrait pas affirmer qu'il est effectivement 100% électrique, tellement le tout se sent, disons, agréable à conduire et comment est amusant aussi pour un VUS de cette nature-là. Alors, amusant, peut-être pas le bon mot, là. Disons que ça fait tout à fait le travail, mais on aimerait peut-être un peu plus de dynamisme, mais ça, c'est le propre des journalistes automobiles qui sont passionnés. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est très, très bien réussi. J'espère seulement qu'on va avoir peut-être un peu plus d'offres parce que pour le moment, je vous dis 81 000, c'est quand même dispendieux. Et bon, oui, il y a l'aide financière quand vous achetez la version d'entrée de gamme, mais pas pour les autres. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui mérite le détour, le Ioniq 9. Si vous êtes capable de passer par-dessus les différences de design, parce que la partie arrière, elle ne fait pas l'unanimité, et honnêtement, c'est peut-être là son plus grand défaut. Je vais vous parler d'un deuxième essai que j'ai effectué, un essai que honnêtement j'avais très très hâte de faire. C'est celui du Volkswagen ID Buzz. J'adore le ID Buzz, j'adore le look qu'on lui a donné, j'adore le style qu'on lui a donné. La question c'est, est-ce qu'on avait besoin d'un véhicule de ce prix-là? Parce que malheureusement, au Canada pour le moment, la seule version dont on dispose, c'est la version First Edition. Et là, on parle d'un prix de base dans le cas de la version à rouage intégral de 83 000 auquel il faut ajouter 2 500 de transport et préparation. Donc, on est à 85 000 Dans notre cas, en plus, on avait une version à double couleur. Là. La partie basse était bleue, la partie haute était blanche. On avait un toit ouvrant électrochromique. Ce que ça veut dire, pas un toit ouvrant, mais un toit panoramique électrochromique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout à coup, ça devienne complètement opaque. C'est super efficace, c'est vraiment très moderne. Ça nous permet, bien sûr, l'usage complet du toit panoramique, mais c'est une autre option à 2 000 encore une fois, assez dispendieux. Autre défaut de ce véhicule-là, parce que là, je vous parle des défauts, bien, c'est l'autonomie. Je vous l'ai dit, c'est un véhicule électrique qui a une batterie de 91 kWh. C'est pas beaucoup. Consommation combinée annoncée par Volkswagen, 26,1 kWh au 100 km. J'ai fait un petit peu plus que ça sur autoroute, bien entendu. On nous annonce donc pour la version 4Motion, qui était celle que j'avais à l'essai, 372 km d'autonomie, ce qui n'est pas tout à fait exact, je dois le dire, puisque quand moi je l'ai fait, je suis parti de la maison, je me suis rendu à Québec,
et je suis revenu. Quand je suis parti, le véhicule était à 100% de charge. Quand j'ai dû m'arrêter au retour après à peine 300 kilomètres et il me restait seulement 5% d'autonomie, ce qui est vraiment pas beaucoup. Vous me direz qu'effectivement, c'était sur autoroute, donc la consommation est plus élevée. Même Volkswagen nous parle de 28,4. Moi, ça frôlait davantage les 31, 32. Donc, c'est vraiment très élevé. Et c'est regrettable parce que on espérait que le ID Buzz pourrait servir de remplaçant au Westphalia et devenir une alternative à la van life. Mais avec aussi peu d'autonomie dans des conditions normales, évidemment, devient extrêmement difficile d'imposer la van life à ce genre de véhicule-là. Donc, c'est un peu dommage, mais malgré tout, ce n'était là que les défauts de ce véhicule-là, parce que pour le reste, je suis tombé en amour. J'aime ce véhicule-là, j'aime son look, j'aime son style, et je ne suis pas le seul, je peux vous le dire, parce que les commentaires ont été extrêmement nombreux tout au long de ma semaine d'essai. Les photos prises ont été extrêmement nombreuses. Il y a des gens qui ont même fait des manœuvres tout à fait douteuses sur autoroute pour venir prendre des photos de mon véhicule. Donc, on n'était pas nécessairement dans quelque chose de très sécuritaire, mais ça fonctionnait bien pour eux autres, semble-t-il, parce que c'est les passagers qui prenaient les photos. Et surtout, ça attirait l'attention. Il n'y avait pas moyen d'aller à l'épicerie, je peux vous le dire, sans me faire poser de nombreuses questions. Normal parce que le look est là, ça fait des années qu'on l'attendait et on a bien réussi. Ça, de ce point de vue-là, rien à redire. Même si certaines personnes aiment moins les roues, les jantes, moi j'adorais, je trouve que ça donne un petit look nostalgique tout à fait particulier, marié à du moderne. On a réussi un excellent travail. L'intérieur, écoutez, c'est du haut de gamme. Oui, il y a des plastiques peut-être à certains endroits, mais c'est quand même du haut de gamme. 6 places assises, très, 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 très spacieuses, les places, tellement d'ailleurs qu'il y a eu un rappel parce qu'elles étaient trop larges dans certains cas. Siège capitaine au centre, banquette arrière, 2 places, vraiment beaucoup d'espace. Des sièges, bon, la troisième rangée, on peut carrément l'enlever. La deuxième rangée, on peut la replier ou on peut tout replier à plat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tablette à l'arrière dans l'espace de chargement et on replie les 2 rangées à plat et ça fait littéralement là, un lit presque complet pour l'espace arrière qui permet de recharger, de charger plein d'éléments. Je vous dis que nous, on s'est amusé. Je suis parti avec mon épouse, on est allé faire un tour et on a décidé de s'arrêter dans un service à l'auto. On s'est commandé de la bouffe. On est allé se stationner. On s'est assis dans la troisième rangée. On a replié la deuxième qui est devenue à ce moment-là notre table. On a ouvert la porte arrière pour faire un peu de circulation d'air. Et voilà, on s'est retrouvé à l'intérieur à faire du camping littéralement et un petit lunch à l'intérieur de notre véhicule. Et ça a été très agréable. En termes de conduite, écoutez, on parle d'un véhicule qui fait 335 chevaux, je vous l'ai dit, à rouage intégral avec transmission à rapport fixe. Ça se conduit bien, c'est quand même assez vif, assez nerveux. On est capable de certaines accélérations, mais ce n'est pas l'objectif. Ce qui est surtout particulier, c'est à quel point ça se compare à ce genre de véhicule qui était le Westphalia en termes de conduite, puisque le porte-à-faux avant, il est inexistant. C'est-à-dire que littéralement, vous avez presque pas de capot à l'avant. Donc, quand vous êtes assis, vous avez un immense pare-brise qui n'en finit pas, mais vous voyez vraiment devant vous, là. Alors, c'est particulière. Il faut aussi s'habituer aux dimensions et aux rayons de braquage, parce que l'empattement, vous avez compris, n'est pas tout petit. Hein? On parle d'un empattement de 3,2 mètres. Donc, c'est assez imposant. Et le poids aussi, 6260 livres, c'est quand même imposant, c'est pesant, c'est lourd, mais on ne le ressent pas trop dans la direction. Honnêtement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Bon, pour ceux qui s'intéressent, sachez que vous pouvez aussi remorquer jusqu'à 3500 livres si votre remorque est équipée de freinage. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas l'objectif. Vous avez vraiment un petit véhicule qui va vous permettre d'aller loin. Système d'infodivertissement qui, mon Dieu, est une bonne nouvelle du côté de Volkswagen, ne s'est pas arrêté tout au long de mon essai. Bref, un véhicule avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Véhicule qui se recharge assez rapidement aussi. Je me suis arrêté 19 minutes. Je suis passé de 5 à 60 donc ça a vraiment très bien été. Sur une borne de 180 kW, pour ceux que ça intéresse, ça a vraiment bien été. Alors, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est agréable, qui est vraiment conçu pour l'espace et qui est un véhicule familial avec les portières coulissantes de chaque côté électrique, bien entendu, parce qu'on avait la version.
Le seul problème, ben, c'est le prix. Écoutez, ma version valait 90 000 ou à peu près, plus les taxes et tout ce qui vient avec. C'est très dispendieux. Il existe une version 2 roues motrices qui est un peu moins chère, mais quand même, qui est aussi très dispendieuse. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. On espère que Volkswagen va nous amener des versions moins dispendieuses, mais celle-là, je l'admets en toute sincérité, ce n'est pas rationnel parce que c'est vraiment pas le genre de véhicule qu'on peut me permettre d'acheter à 90 000 mais j'ai aimé ma semaine à son volant et je cherchais toutes les occasions de prendre la route avec parce que je trouvais ça vraiment très agréable. Alors voilà, c'était mes essais de la semaine. On va maintenant passer à des choses un peu différentes, je vous dirais. Bien sûr, au niveau des nouvelles, il y a eu beaucoup de nouvelles, hein. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais sachez que Nissan est en train de révéler sa Leaf tranquillement. Donc, il y aura une nouvelle Leaf qui s'en vient d'ici quelques jours, quelques semaines. Et vraiment, c'est un véhicule qui est complètement repensé, complètement remanié. Donc, on verra comment ça va se traduire en termes technologiques pour nous, mais on sait que ça arrive fort bientôt. On sait que GM aussi a décidé qu'ils investissaient 4 milliards de dollars américains aux États-Unis pour moderniser la production de véhicules électriques, même s'ils avaient annoncé il n'y a pas si longtemps des centaines de millions pour continuer quand même le développement des moteurs V8. Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'agréable parce qu'ils continuent de croire, malgré les baisses, malgré les position, disons, de leur propre gouvernement à l'effet que les voitures électriques n'ont pas leur place, bien, GM semble vouloir persister et signer dans ce monde-là. Donc, encore une fois, quelque chose d'intéressant à suivre. Et une dernière petite nouvelle, parce que, bon, évidemment, ça n'en prend toujours. Ben, il y a, pour les amateurs de Mustang, il y a ceux qui pourront se doter d'une nouvelle finition, un ensemble appelé FX. En fait, c'est que ce sont des ensembles que la Mustang va proposer en 2026 qui rappellent les années 80. Donc, bien sûr, la troisième génération, c'est celle qui suscite encore le plus de passion, probablement. Cache-moyeu, toutes sortes d'éléments, partie arrière, des détails, des lettrages. Ça sera donc la nouveauté de la Mustang pour 2026. Un look plus nostalgique encore, mais la Mustang, elle, ne changera pas au niveau mécanique. J'avais envie de vous parler d'affaires peut-être un peu moins sérieuses parce que je trouvais ça quand même amusant. Entre autres, des espèces de records un peu bizarres que j'ai trouvés euh, qui ne mettent pas nécessairement en évidence les qualités automobilistes de certains. Par exemple, il y a une dame en Italie qui a remporté un prix du livre des records Guinness parce qu'elle a apposé le plus de cheveux humains sur sa Fiat 500. Elle en a mis 120 kilos. Inutile de vous dire que je serais curieux de voir ce véhicule-là à la pluie, mais effectivement, donc elle a une Fiat 500 beige et brune qui est composée de cheveux humains. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, et je ne comprends pas pourquoi, mais c'est quand même le genre de choses qu'on a pu faire. Toujours avec la Fiat 500, cependant, il y a un cascadeur qui a réussi un truc assez particulier. Il a réussi le stationnement parallèle le plus serré. Il reste à peine 3 pouces, c'est-à-dire 1,5 pouce en avant, 1,5 pouce à l'arrière pour un stationnement parallèle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous avez les qualités pour le faire, moi, je peux vous dire que je ne l'ai pas, c'est clair, et que ça m'aurait coûté probablement quelques pare-chocs, mais dans l'ensemble, c'est quand même un exploit qui mérite d'être souligné. Et le dernier, il y en a plein, là, mais un petit dernier juste pour la route. Euh, Celui qui a le plus d'autocollants sur sa voiture, peut-être le gars qui a essayé, qui a détruit son pare-choc et plutôt que de le réparer, a décidé de le coller avec des autocollants, puisqu'il s'agit d'une voiture lituanienne et il y a 14 637 autocollants sur le véhicule. Ça vous donne une idée de quoi ça peut avoir l'air. En terminant, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a un peu horripilé au cours des dernières semaines. En fait, je suis tombé sur une nouvelle où, c'est tout à fait là, sur les réseaux sociaux quelque part, sur TikTok, une femme qui a dit qu'elle est allée chez son mécanicien et elle a eu l'impression de se faire prendre pour n'importe quoi en homme. Elle a mis une barbe, elle a mis une chemise et elle est allée voir son mécanicien. Évidemment, il n'y a pas d'aide particulière que les femmes sont plus souvent euh, victimes, je te dirais, des mécaniciens. Mais
c'est quand même particulier de voir à quel point c'est souvent le cas, semble-t-il, et elle a jugé bon de le faire. Alors moi, je me disais, bon, c'est drôle, c'est amusant. Elle dit qu'elle a réussi à avoir une cotation un peu moindre, puis ça reste à prouver, j'ai pas validé. Sauf que quand j'ai regardé ça, je me suis mis à discuter avec ma sœur. J'ai une sœur qui est un peu plus vieille que moi, qui est une dame qui vit seule et qui possède actuellement un Mazda CX-3 qui date d'une dizaine d'années. Et elle est allée voir son concessionnaire. Bon, elle est là pour faire changer les pneus. Le vendeur l'a accroché en disant: Madame, je peux vous aider à changer votre voiture. Alors, il lui a fait des propositions et il a notamment évalué son véhicule. Elle était seule, elle n'a aucune idée quelle est la valeur. Et il lui a proposé la somme de 5 500 pour son Mazda CX-3. C'est très peu quand vous regardez le marché actuel, on n'est vraiment pas dans ce monde-là. On est dans quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. Tellement, en fait, que le même concessionnaire, sur sa propre page, vendait un véhicule d'occasion de la même année, un CX-3, un petit peu moins équipé que celui de ma sœur, pour 14 000 et il proposait à ma sœur 5 500 euh, c'est vraiment assez abusif. Elle est repassée et elle en a reparlé en disant qu'elle y reviendrait magasiner avec son frère. Et quand elle a dit qu'elle retournerait avec son frère, bizarrement, le prix d'achat a tout à coup été haussé. Évidemment, je ne vous dirai pas combien parce qu'on n'a jamais fait affaire avec ce garage-là et je ne vous dirai pas lequel, mais c'est quand même particulier comme idée d'aller aussi bas parce qu'on avait une femme seule qui, semble-t-il, ne semblait pas connaître le prix de sa propre voiture. Alors, je trouve ça un peu abusif et je me questionnais, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est encore comme ça que l'on traite les femmes et que l'on traite les gens? J'imagine que c'est le cas aussi pour des jeunes qui semblent ne pas connaître la mécanique. Écoutez, moi, les amis que j'ai qui travaillent dans des concessions sont plus respectueux que ça. Ce sont de vrais conseillers. Ce sont des gens qui donnent de bons conseils, qui sont capables de vous aider pour des voitures. Mais est-ce que c'est encore vrai qu'il y a des femmes qui se font traiter de cette façon-là? Écoutez, répondez-nous dans les commentaires. Répondez-nous sur notre page Facebook Gotchard Podcast. Je serais très curieux de savoir vos expériences et si c'est le cas, on va en reparler parce qu'honnêtement, si c'est le cas, je trouve ça assez effrayant et j'espère que ce n'est plus vrai. J'espère qu'on ne traite plus personne de cette façon. Alors, en attendant vos commentaires, ben, c'est ça qui met fin à ce plus court épisode de Gotchard cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que 2 essais, ça vous a suffi et quelques petites nouvelles. Vous savez que c'est pas ma spécialité. D'habitude, c'est William qui fait ça. Prochain épisode, William sera de retour. En attendant, on vous invite bien sûr à nous écouter sur toutes les plateformes, à vous abonner, Spotify, Apple Podcast ou autrement, à nous mettre une note de 5 étoiles idéalement, mais vous pouvez mettre moins, on ne vous en voudra pas, de nous faire vos commentaires et de venir nous parler sur Gotchard Podcast, notre page Facebook, où on va partager des trucs et où on va lire vos commentaires à cet effet-là. Sinon, ben, vous pouvez aussi me poser des questions si vous en avez besoin sur la page Gotchard ou sur ma page à moi. Ça me fait plaisir d'y répondre. C'est ainsi que se termine donc cet épisode. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.